Aujourd'hui, je vais essayer de parler de la question à plusieurs dizaines de milliards. Est-ce que le quantique est une menace à la crypto? Je m'appelle Charles Guillemet, je suis le CTO de Ledger. Mon background, c'est la cryptographie et la sécurité. Je vais parler un petit peu de cryptographie, mais ce n'est pas non plus un cours magistral, ne vous inquiétez pas. J'ai rejoint Ledger en 2017. À l'époque, c'était une petite start-up. Aujourd'hui, on a bien grandi. Et une petite histoire drôle à mon propos, moi j'ai découvert Bitcoin en 2011 alors qu'un ami minait avec son ordinateur et il en parlait tout le temps. J'ai étudié comment Bitcoin fonctionnait à l'époque, mais j'y croyais pas du tout. D'ailleurs, c'est ce que je lui avais dit, ton truc ça a l'air vraiment très intéressant, mais je pense que ça ne sert à rien. Bon, j'avais vraiment tort, mais me voilà ici aujourd'hui à parler de Bitcoin. Donc j'ai évolué dans mon approche de la question. On va commencer à discuter un petit peu de qu'est-ce qu'est un ordinateur quantique. Donc, un ordinateur quantique, c'est un ordinateur qui est fondamentalement différent d'un ordinateur classique et qui va faire usage des propriétés quantiques autour de l'intrication, l'interférence, le phénomène de superposition. Il utilise des qubits et non pas des bits qui peuvent être dans des multiples états en même temps, ce qui rend les choses assez difficiles à se représenter. Euh, et euh, euh, Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire fonctionner un ordinateur quantique aujourd'hui avec l'état de la technique, on a besoin d'être capable de le faire tourner à des températures très froides. D'ailleurs, on voit souvent ces images avec ces objets dorés. En fait, c'est des très gros frigidaires qui consistent à essayer de faire en sorte que le circuit soit proche du zéro absolu, donc moins 273 degrés. Les ordinateurs quantiques ne vont pas remplacer les ordinateurs classiques. Ils sont bons pour certaines choses, mais pas du tout pour faire des calculs génériques. Notamment, ils vont être bons pour faire de la chimie, pour faire de la physique, et aussi pour casser de la cryptographie. On a découvert dans les années 90 que si on était capable de faire un ordinateur quantique, on pourrait casser de la cryptographie moderne avec les algorithmes de Shor et de Groover. On est 30 ans après, on sait toujours qu'on peut le faire, mais on ne sait toujours pas faire un ordinateur quantique. On en est là. Théoriquement, si on est capable de faire un ordinateur quantique, il y a plusieurs types de primitives qui sont à risque. Donc là, c'est les trois grandes primitives de la cryptographie. Le chiffrement qui consiste à chiffrer les messages de sorte que personne ne puisse les lire à part ceux qui ont les clés. Ce type de primitive est un petit peu à risque. Surtout, en fait, le grand problème, c'est que ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est capturer tous les messages chiffrés qu'on voit passer sur Internet en se disant que peut-être un jour on saura les déchiffrer, ce qui peut poser des problèmes. On a les hashes, ça c'est pas fondamentalement à risque. Et ensuite on a les signatures qui consistent à s'authentifier, prouver qu'on a la connaissance d'une clé, prouver qu'on a l'ownership sur des bitcoins. Ça c'est complètement à risque. Par contre, il n'y a pas le fait de capturer des signatures aujourd'hui pour pouvoir les rejouer dans le futur. On n'a pas vraiment ce problème-là. Par contre, le jour où on a un ordinateur quantique, il faut qu'on ait une solution à ce problème-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches autour de créer des ordinateurs quantiques et on voit aussi qu'il y a une accélération des investissements dans les ordinateurs quantiques. Et ça devient même un sujet de souveraineté. Les pays, les États investissent dans cette industrie. Et on a même des gros players, notamment IBM, Microsoft, Google, qui investissent directement sur ces sujets-là. Pour autant, on a toujours des difficultés, on est toujours dans le expérimental, on est loin d'être capable de faire des choses qui sont meaningful pour la cryptographie. Aujourd'hui, les ordinateurs quantiques qu'on sait fabriquer, ils sont de l'ordre de 1000 qubits, disons, qui sont en plus bruités. Et si on veut craquer la cryptographie moderne aujourd'hui, on a besoin plutôt de l'ordre de millions de qubits. Et lorsqu'on rajoute des qubits, ça devient exponentiellement plus difficile de garder l'état de cohérence entre les qubits. Et ça, c'est le véritable problème que toutes les équipes de recherche essaient de résoudre. Comment on fait pour éviter que le bruit augmente lorsqu'on rajoute des qubits. Aujourd'hui, un ordinateur quantique, il n'est pas capable de faire
quoi que ce soit d'intéressant pour casser de la cryptographie. Il y a des records de quelle est la factorisation du plus grand nombre. Et je crois que c'est quelque chose comme 1500. Un ordinateur quantique, c'est factoriser 1500 et pas beaucoup plus. Et si on veut craquer de la cryptographie, il faut être capable de factoriser des très très grands nombres. En tout cas pour RSA et pour les courbes elliptiques, le problème est similaire. Bon, ceci étant, donc aujourd'hui on a cette menace et le fait que tout le monde en parle, ça peut aussi éroder la confiance qu'on a dans la cryptographie. Et la cryptographie, c'est aussi pour créer de la confiance dans la sécurité. Et moi, je pense que, étant donné qu'on ne sait pas si on va être capable de créer un ordinateur quantique dans les années qui viennent, mais que c'est possible, donc, du coup, ça reste une menace. Et c'est surtout une menace pour la confiance. Donc, du coup, il faut qu'on réfléchisse à comment on fait pour l'appareil. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a les outils. Ce qu'on appelle la post-quantum cryptography, c'est la cryptographie post-quantique. Donc, c'est de la cryptographie qui est sécurisée, même si on avait un ordinateur quantique demain capable de casser la cryptographie classique. Donc, ça, c'est des outils qu'on a déjà et qu'on a commencé à voir il y a très longtemps, en fait, dans les années 70. La recherche s'est ensuite accélérée dans les années 90 lorsqu'on a eu les algorithmes de Shor et de Grover. Et récemment, en 2016, le NIST a commencé à créer, donc le NIST c'est le National Institute of Standard and Technology, qui est l'institut américain qui standardise les technologies et notamment la cryptographie, qui a décidé de lancer un grand concours de standardisation de la cryptographie post-quantique. Et à l'issue de ce processus de standardisation, maintenant, cet institut émet des recommandations pour migrer vers la cryptographie post-quantique. Et la recommandation, c'est d'avoir migré tout d'ici 2035. 2035, c'est dans 9 ans, ça paraît long. En fait, c'est très court. Genre, migrer l'ensemble de toute la cryptographie qu'on a partout dans le monde vers du PQC en seulement 9 ans, ça va être un petit peu challenging. Donc aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions techniques. Et maintenant, la question, c'est comment on fait pour migrer l'ensemble de la cryptographie vers ces solutions. Donc la transition, elle va avoir lieu, en fait, et il n'y a pas vraiment de doute. Moi, je pense qu'on risque de se retrouver dans une situation où on aura migré l'ensemble de la cryptographie du monde vers des solutions qui sont résistantes contre les ordinateurs quantiques. Et potentiellement, on n'arrivera jamais à faire des ordinateurs quantiques capables de casser la cryptographie. C'est mon pari, j'en sais rien, mais c'est mon pari. En tout cas, on sera sécurisé une fois qu'on aura fait cette transition. Et cette transition, il faut la faire pour l'ensemble de toutes les technologies qui utilisent de la cryptographie, et toutes les industries, la défense, la télécommunication, le bancaire. On utilise la cryptographie partout, et ce changement va être un grand bouleversement. On a aussi, dans le cas des blockchains, dans le cas des blockchains, on utilise, comme je disais, majoritairement des signatures et des hashes. Les hashes, on est plutôt bon. Les signatures, il faut les migrer. Et la question, c'est vers quel type de signature on migre. Même s'il y a eu une standardisation par le NIST a standardisé plusieurs types d'algorithmes qui ont des avantages et des inconvénients. Je ne vais pas les discuter aujourd'hui, mais typiquement, les discussions qu'il y a chez Bitcoin poussent vers un type d'algorithme, celles qu'on a vers Ethereum poussent pour un autre type d'algorithme, et on risque d'avoir cette discussion pendant un petit moment jusqu'à ce qu'on se mette tous d'accord. Et donc, une fois qu'on sera tous mis d'accord, Ledger, du coup, on va pouvoir implémenter, nous, ces algorithmes, parce qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait implémenter de la cryptographie post-quantique sur nos devices et sur nos solutions de sécurité. Néanmoins, tant que Bitcoin ne supporte pas des signatures post-quantiques, ça ne sert à rien. On supporterait le PQC, mais Bitcoin ne serait pas sécure. On utilise assez peu le chiffrement à Ledger. Globalement, on fait surtout des signatures, vu que notre use case, c'est principalement l'authentification et les signatures blockchain. Cependant, on l'utilise à quelques endroits. Donc, on va commencer par migrer les endroits où on utilise du chiffrement en interne vers de la cryptographie post-quantique. Et pour les signatures, on va implémenter celles qui nous paraissent les plus intéressantes et qui sont le plus susceptibles d'être utilisées par les blockchains et les différentes solutions de cryptographie dans le futur. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un système d'exploitation qui offre des primitives de cryptographie. Et donc, on va rajouter à notre système d'exploitation les primitives qui nous permettent de faire du PQC. Il faut aussi savoir qu'on utilise des Secure Elements, les technologies Smart Card, celles qu'on a dans les passeports et dans les cartes de crédit. Et aujourd'hui, ces Secure Elements ne sont pas
spécialement dédiés, disons, pour supporter ces algorithmes. C'est possible, mais ils n'ont pas été designés pour ça. Et aujourd'hui, les fabricants développent des nouveaux circuits, des nouveaux smart cards, des nouveaux secure elements qui vont nous aider à les implémenter efficacement. Donc, dans les prochaines générations de nos devices, on aura le matériel plus l'operating system qui permet de supporter le PQC. Aussi, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on implémente de la cryptographie elle est sécurisée par les mathématiques. Donc, tant que la cryptographie reste dans le monde des mathématiques, on a une confiance forte qu'elle fonctionne bien. Par contre, à partir du moment où on l'implémente, ça crée des nouveaux vecteurs d'attaque et des nouvelles vulnérabilités. Et du coup, on a une équipe à Ledger qui s'appelle le Donjon, dont la mission principale, c'est d'améliorer la sécurité des produits de Ledger et de l'écosystème en général, et qui fait de la recherche active justement sur comment implémenter de manière efficace et sécurisée donc les primitives de cryptographie post-quantique. Voilà, donc pour conclure, est-ce que le quantique est une menace pour les cryptos? Je dirais qu'en général, c'est surtout une menace pour la confiance qu'on a dans la sécurité de la cryptographie. La bonne nouvelle, c'est qu'on a des solutions à ça, ça s'appelle la post-quantum cryptographie. Et maintenant, le travail qu'on a à mettre en œuvre, c'est de faire la transition vers ces algorithmes. Voilà, merci.